Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui. Bienvenue dans cette conférence en ligne organisée par le groupe Technologia. Je suis Valentine Brigier, je suis la directrice juridique et RH du groupe Technologia et nous sommes réunis de manière très studieuse ce mardi matin et j'espère que vous l'êtes confortablement de là où vous êtes. Donc pour parler d'un sujet très sérieux qui est l'expertise CSE. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en direct sur le chat. Nous ferons un plaisir de garder un petit peu de temps pour y répondre. Le cas échéant, nous pouvons également y répondre par la suite en- par mail. Donc, n'hésitez véritablement pas à poser vos questions. L'ensemble de la présentation sera téléchargeable à la fin de cette présentation, donc vous pourrez en bénéficier. N'hésitez pas à le télécharger à la fin de cette présentation. Donc, je vous remercie en tout cas d'être là. Un petit mot de présentation peut-être pour présenter le groupe Technologia. Le groupe Technologia qui a été créé en 1989 par Jean-Claude Delgen, son fondateur, qui est une personne engagée dans la prévention de la santé au travail et notamment l'amélioration des conditions de travail. Nous avons une assez on va dire, un assez grand rayonnement commercial, une petite notoriété notamment car nous traitons de sujets très graves lors de nos missions avec des dossiers sensibles comme l'affaire France Télécom ou encore l'affaire Kerviel à la Société Générale. Nous avons 5 activités, notamment, on va en parler ce matin, des expertises CSE, des experts santé, sécurité, conditions de travail auprès des CSE, des formations en matière de prévention, en matière de prévention des risques, mais également de gestion économique, par exemple des comptes du CSE, une assistance juridique avec un cabinet d'avocats et également une société, Mavipro, qui notamment propose des applications pour mettre en contact les élus et les salariés. Euh, Cette petite présentation sommaire étant faite, on va passer quand même au vif du sujet. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, un sujet qui est assez important et qui aujourd'hui prend beaucoup de sens dans la société, c'est l'utilité de l'expertise et notamment dans un monde qui est en permanente transformation. On n'a plus besoin de parler des transformations technologiques et environnementales qui sont aujourd'hui très, très rapides en 2024. On pense par exemple aux chiffres de l'OCDE qui nous démontrent qu'en 1980, une compétence pouvait se conserver pendant 30 ans. Donc le salarié, le travailleur pouvait appuyer sur cette compétence pendant 30 ans dans le monde du travail. Aujourd'hui, en 2024, cette compétence est malheureusement remise en question tous les 3 ans. Donc on voit que nous sommes dans un monde qui est en train de transformation permanente et qui nous demande à ce titre un maximum de vigilance tout d'abord. Alors, avant de parler des experts CSE, il est important de repréciser un peu le cadre légal du CSE en lui-même. Qu'est-ce que c'est? C'est le comité social économique qui a été mis en place, on va en parler par les ordonnances de 2017. Mais au départ, c'est quand même l'article 8, il est bon de le rappeler, de la préambule de la Constitution de 1946, donc à valeur constitutionnelle, qui précise dans son article, donc tout travailleur participe par il me semble très nécessaire de rappeler en ces temps compliqués, ne serait-ce que le caractère et la valeur constitutionnelle d'une telle représentation des salariés et des travailleurs, je pense à la fonction publique, qui aujourd'hui ne sont pas sans problème et donc en ont véritablement besoin. On va le voir. Ensuite, obligatoirement, on est obligé de faire un petit aparté sur les lois Auroux de 1982, qui a érigé le principe de la liberté pour les travailleurs, y compris au sein de l'entreprise, mais également qui a voulu, par le biais des institutions représentatives du personnel, CE, CHSCT et délégués du personnel, anciennement, hein, les anciennes institutions représentatives du personnel, donc faire une véritable
un rééquilibrage des forces pour favoriser l'obligation de négociation et améliorer les conditions de travail et faire participer les salariés à cette amélioration et à la gestion de la vie de l'entreprise. On ne peut pas non plus ne pas parler des lois Rebsamen qui ont simplifié notamment les obligations d'information-consultation, qui sont passées de 17 à 3 grandes informations-consultations dont on va parler également. Alors, les ordonnances de 2017, c'est bien évidemment la création du CSE, la fusion du comité d'entreprise, des délégués du personnel, des CHSCT en une seule et même institution représentative du personnel, qui est le CSE. Il est important peut-être de rappeler qu'aujourd'hui, le CSE, c'est un actif sur deux qui est représenté par un comité social économique. C'est aujourd'hui 100 000 comités socio-économiques en France. Euh, et on peut aussi souligner que les ordonnances ont tout à fait favorisé la négociation collective dans l'entreprise en consacrant l'accord majoritaire sur bon nombre de sujets et notamment celle de la mise en place des CSE, donc qui doit regrouper, pour être majoritaire, je le rappelle, une audience de 50% des organisations syndicales représentatives. Donc, c'est véritablement une petite révolution qui a connu le droit du travail comme il en connaît souvent. Euh, on voit bien que la création du CSE a également malheureusement diminué les moyens des représentants du personnel, que ce soit de moyens humains ou que ce soit de moyens d'heures de délégation. Avec des compétences qui ont été, elles, renforcées, puisque aujourd'hui, le CSE s'occupe de santé-sécurité, s'occupe de proximité, mais s'occupe également de toutes les questions de situation économique, de politique sociale et d'orientation stratégique, comme on va le voir. Il faut savoir, par exemple, que 84% des grands groupes sont accompagnés d'une commission santé, sécurité, conditions de travail, qui est obligatoire à partir de 300, alors qu'avant, les CHSCT étaient obligatoires à partir de 50 salariés et que seulement 46% des petites entreprises font le choix de mettre en place une commission santé, sécurité, conditions de travail pour traiter de prévention de santé au travail. Donc, des progrès sont quand même à faire en termes de représentation, de proximité, pour donner les moyens, notamment aux représentants des salariés, qui sont un peu les soldats de première ligne pour faire ce rééquilibrage des forces, parfois. Et donc, nous pouvons espérer qu'un jour, ces moyens seront largement renforcés, comme des heures de délégation pour les commissions santé-sécurité, des formations obligatoires pour les représentants de proximité avec des réunions consacrées. Voilà, on peut avoir plein d'idées. Alors, pour vous présenter également, donc une fois qu'on a présenté le CSE a la possibilité de mandater des experts dans certaines situations. Il y a deux possibilités, deux catégories d'experts qui peuvent être mandatés par le CSE dans un objectif notamment pédagogique, c'est-à-dire dans des situations qui deviennent complexes, lorsque les problématiques, que ce soit d'emploi ou de santé-sécurité, deviennent véritablement oui, dépasse un petit peu les compétences des représentants du personnel. Donc, vraiment, les recours à experts sont vus dans l'esprit de la loi un peu comme un dernier recours, euh, après avoir mis tout en œuvre. Alors, on pense aux inspections, on pense aux enquêtes CSE que les représentants du personnel peuvent effectuer euh, indépendamment, directement dans leur entreprise, en interne. Cependant, quand la situation devient trop complexe, on a la possibilité de se faire accompagner par deux catégories d'experts. Pour la prévention de l'emploi, c'est l'expert comptable. Pour la prévention de la santé, c'est l'expert santé-sécurité. Alors, l'expert comptable, lui, peut intervenir à plusieurs niveaux. Il analyse les données, il en donne une interprétation qui rend ces données qui sont très complexes, hein, économiques, financières, stratégiques. Il est là pour les rendre compréhensibles. Il est là également pour assister le CSE dans ses missions de consultation annuelles et ponctuelles. Alors, on va en parler. Il y a trois grandes consultations. J'en ai dit un petit peu un mot tout à l'heure avec la loi Rebsamen, mais la réforme de 2017 a également élargi le recours à expertise aux orientations stratégiques. Donc, aujourd'hui, lors des trois grandes consultations annuelles du CSE, ces derniers peuvent se faire accompagner d'un expert comptable. Donc, pour les orientations stratégiques, pour la situation économique et financière de l'entreprise et pour la politique sociale, les conditions de travail et de l'emploi, mais également pour des
missions qui peuvent être parfois ponctuelles, les alertes économiques, donc en cas de préoccupation financière de l'entreprise, on n'en est pas au licenciement économique, mais il y a des choses, des éléments qui nous font penser que nous sommes préoccupés par la situation financière de l'entreprise. Là, l'expert comptable a bien évidemment un rôle de contrôle, un rôle de force de proposition pour sauvegarder l'emploi dans l'entreprise, pour éviter le PSE, bien évidemment. Les opérations de concentration, les offres publiques d'acquisition qui restent quand même exceptionnelles, mais également les réserves spéciales de participation. On en a parlé, les licenciements économiques, tout ce qui est plan de sauvegarde de l'emploi. Donc, je vous rappelle que c'est 10 licenciements sur une même période de 30 jours. Ça peut monter à beaucoup de licenciements, hein. Donc, on parle de minimum 10, mais on voit des plans de sauvegarde de l'emploi, malheureusement, avec des centaines, des milliers de licenciements opérés, des recherches de repreneurs. Alors, dans toutes ces situations ponctuelles, l'expert comptable intervient pour être le conseil des représentants du personnel dans une orientation pédagogique et bien évidemment pour les aider à formuler des propositions pour sauvegarder l'emploi, pour adapter l'emploi à ces nouvelles technologies, à ses conséquences environnementales au niveau sociétal. Donc, on va en parler pour s'adapter aussi à son écosystème. Alors, l'expert CSE, on ne peut pas en parler si on ne parle pas également de son intervention auprès des comptes du CSE directement. Bien souvent, les CSE ont un budget de fonctionnement, un budget des activités sociales et culturelles à gérer. Et effectivement, il est soumis à des règles comptables, et il est euh, très courant de se faire accompagner par un expert comptable, notamment pour présenter les comptes, pour garantir leur cohérence, pour garantir leur vraisemblance, faire des bilans, faire des comptes des résultats et notamment avoir une attestation après de l'expert comptable qui va certifier ces éléments. Alors, on a une deuxième catégorie d'experts qui est l'expert habilité du CSE qui, lui, n'intervient non pas dans un plan d'action de prévention, de sauvegarde de l'emploi, comme on vient de le voir, mais plutôt dans une, dans un plan d'action, en proposant un plan d'action de sauvegarde de santé et de sécurité. Alors, l'expert habilité peut intervenir dans 3 domaines: le risque grave, les nouvelles technologies, les projets importants, l'égalité professionnelle lors des négociations avec les organisations syndicales. Le troisième recours n'est pas grandement utilisé en CSE. Par contre, les 2 premiers recours, projets importants, risques graves, véritablement sont les 2 grands volets des principales activités de l'expérabilité. Alors, le risque grave a été restreint par les ordonnances de 2017. Aujourd'hui, le risque grave doit être identifié et actuel. Il y a bon nombre de jurisprudences qui rappellent que des faits trop anciens ne pourraient fonder le recours à un expert en cas de risque grave. Les risques et notamment le faisceau d'indices qui doit converger vers le constat d'un risque grave, doit présenter des éléments identifiés et surtout actuels. Donc, les jurisprudences ont confirmé cette nouvelle condition qui a été introduite par les ordonnances de 2017. Les projets importants et les nouvelles technologies. Donc là, ça va regrouper des sujets quand même assez vastes. Ça va être des projets de déménagement, ça va être des projets de réorganisation RH, des projets de modification du temps de travail qui peuvent impacter de manière importante les conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés, mais qui peuvent également impacter leur vie de tous les jours. Donc, on pense au transport, on pense à la gestion des enfants à l'école, euh, au trajet, domicile, travail lorsqu'on déménage, toutes ces questions sociales qui peuvent poser problème pour les salariés. L'expert est là également pour être force de proposition devant des sujets complexes, donc des fois des macro-zoning, des éléments qui méritent certaines compétences que n'ont pas les élus. Donc, dans ces cas de figure, l'expert habilité peut tout à fait intervenir auprès des représentants du personnel et des organisations syndicales pour faire une photographie finalement de l'entreprise, essayer de se projeter dans le projet pour notamment proposer un plan d'action de prévention du risque, vérifier les taux d'occupation, etc. en cas de déménagement, mais aussi l'impact des systèmes RH d'évaluation, de surveillance des salariés. On va en reparler.
Le risque grave, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il peut être bien évidemment d'origine psychique ou physique. Donc là, on pense aux accidents de travail, mais également à tout ce qui est risques psychosociaux, suicide au travail. Et enfin, encore une fois, l'égalité pro qui, elle, est quand même pas le recours le plus utilisé, il faut être honnête, par les représentants du personnel qui n'a pas grand succès. Alors, je n'ai pas parlé du financement de l'expertise, mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les projets importants, pour les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles, une prise en charge de 20% sera demandée au CSE. Cependant, si ce dernier n'a plus de fonds pour financer l'expertise, l'employeur prendra en charge intégralement le coût de cette expertise. Euh, alors, l'expertise CSE, il est très important aussi pour en parler, de rappeler que c'est avant tout des obligations et une déontologie. C'est pour ça que l'expert CSE a une force aussi juridique au niveau des débats judiciaires qui peuvent se faire dans l'enceinte des tribunaux. Alors, tout d'abord, les experts, c'est une autorité de compétence. Pour l'expert santé-sécurité, c'est une certification qui est délivrée par un organisme accrédité qui s'appelle Calianor et qui nous permet de contrôler notre service, notre système qualité et de garantir surtout la qualité de notre travail et le respect de notre méthodologie euh, qui, bien évidemment, est très stricte en la matière. C'est donc un contrôle continu avec un principe d'amélioration continue fondé sur la traçabilité des éléments, ce qui nous permet de garantir une neutralité, une indépendance, mais surtout une qualité des experts qui interviennent et de leurs compétences techniques qui sont bien évidemment validées, notamment par leur expérience, mais surtout par des diplômes. L'expert comptable, lui, exerce également, hein, comme pourrait citer les avocats, par exemple, les médecins, les experts comptables, comme les experts certifiés et habilités, donc exercent une activité réglementée, notamment à travers l'ordre des experts comptables, qui est le garant du respect de codes de déontologie, qui permet également d'enrichir les experts comptables de recommandations, de normes professionnelles qui peuvent évoluer également avec l'écosystème de notre société. La méthodologie de l'expert habilité est définie par l'article 7 août du 7 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité. Et il est évident que le coût de l'expertise, il peut être contesté a posteriori de l'expertise. Certains employeurs assignent malheureusement en même temps que le CSE sur l'existence, par exemple, d'un risque grave dans l'entreprise et en contestent l'existence, mais ils en contestent également le coût. Ce qui n'a pas de sens dans la mesure où le coût s'apprécie par rapport à un rapport de qualité. D'ailleurs, la jurisprudence a récemment jugé que cette action devait être jugée au fond et était dépourvue d'urgence, contrairement à la contestation de l'utilité en elle-même de l'existence du risque grave, par exemple. À ce sujet, pour les plus aguerris, la Cour de cassation a récemment recommandé une modification du législateur sur ce point pour demander à prévoir une procédure accélérée également pour l'employeur, pour accélérer la contestation de l'employeur lorsque l'on remet son rapport s'il veut contester la qualité devant, je le rappelle, le tribunal judiciaire. Alors, je n'ai pas parlé non plus des fonctionnaires, mais il faut savoir que les fonctionnaires qui ont eu la loi de transformation de fonction publique sont également soumis à des comités sociaux d'établissement pour les centres hospitaliers, pour les fonctions hospitalières, les comités sociaux territoriaux pour les collectivités territoriales et les comités sociaux administratifs pour nos amis de la fonction publique d'État. Si les trois fonctions publiques ont un recours à experts, bien évidemment, la contestation par l'employeur se fera devant les tribunaux administratifs et non plus devant le tribunal judiciaire. Et dans certains cas, comme pour le comité social administratif et la fonction publique d'État, l'administration a, pour ainsi dire, un veto à l'entrée de l'expert, à l'intervention et à la réalisation d'une expertise, quand bien même il y aurait des risques graves avérés pour les agents de la fonction publique. Je vous invite, si vous voulez plus de renseignements, à nous contacter sur ce point. L'expert, c'est aussi bien évidemment des droits, mais aussi des obligations. On a un droit, notamment l'expert comptable, on en parlera d'un libre accès dans l'entreprise et notamment l'accès aux informations qui sont essentielles, qui sont utiles, qui sont nécessaires à notre mission. Je ne peux pas faire, par exemple,
d'expertise sur un boîtier de géolocalisation si je ne détiens pas le boîtier de géolocalisation, si je n'ai pas d'informations précises sur ce boîtier, ce qui nous a valu, par exemple, une action devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui nous a donné gain de cause, mais également un secret de discrétion. Alors, je tiens à rassurer les directions qui nous écoutent, sûrement de manière très nombreuse dans ce webinaire qui les intéresse à plusieurs titres. L'expert est soumis à une secret de discrétion et à une confidentialité. Donc, certaines directions s'en sentent préoccupées, bien évidemment, par la sécurité de leur information. Et on tient à les rassurer, la jurisprudence, les régimes juridiques, les habilitations, nos certifications. Nous, par exemple, Technologia, nous sommes aussi certifiés ISO 9001, nous permettent de vous garantir que toutes les garanties sont satisfaites pour la sécurité de l'information, pour le respect du règlement des RGPD, du règlement européen de protection des données, et que nous plions généralement à toutes les nécessités qui nous permettent de garantir la sécurité de l'information dans l'expertise. Et bien évidemment, nous ne conseillons pas de communiquer sur un rapport d'expertise directement, par exemple, aux salariés, mais plutôt d'adapter cette communication, car les représentants du personnel, eux, sont des véritables les véritables lecteurs de ce rapport et n'ont pas le même niveau de connaissance et le même impact du coup à la lecture de ce rapport. L'expert est tout à fait compétent pour les aider, au contraire, à, à les aider à communiquer sur ce rapport. Je tiens à signaler que, par exemple, sur la clôture de la restitution d'une expertise risque grave ou projet important, notre méthodologie, donc l'arrêté du 7 août 2020, comme je le disais tout à l'heure, prévoit en cas de clôture la possibilité pour l'expert de restituer directement le rapport auprès des salariés, ce qui permettra d'avoir une certaine pédagogie et une adaptation à ce public, mais également de réaliser des bilans d'action dans un délai de 3 mois, 6 mois, a posteriori de l'expertise pour vérifier son efficacité. Donc, je vous invite également à ne pas oublier que la clôture de l'expertise peut également prévoir la restitution de l'expertise aux salariés qui participent à des questionnaires, qui participent à des entretiens, qui sont en fait les véritables experts de leurs conditions de travail et qui nous permettent d'être force de proposition en les faisant participer directement à l'amélioration de ces conditions de travail et à la protection de leur emploi. Alors, Heu, bon, je viens de le dire, hein, l'utilité, c'est à la fois la co-construction d'un plan d'action de sauvegarde de l'emploi côté expert comptable par rapport aux divers impacts que veut notre écosystème, donc nouvelles technologies, des conséquences environnementales qui ont pris également beaucoup de poids en la matière. C'est aussi une analyse impartiale, on vient de le dire. On a un code de déontologie, on a une réglementation avec une méthodologie qui est encadrée, une activité qui est réglementée, qui nous permettent de garantir une équidistance. Et la neutralité est notre qualité principale et c'est ce qui donne notre force à l'expertise. La prévention des risques, bien évidemment, on l'a vu, c'est à la fois la prévention des risques professionnels, qu'ils soient physiques mais aussi psychosociaux, mais également c'est la sauvegarde de l'emploi et la sécurité juridique pour l'employeur. Donc l'employeur a tout intérêt finalement à inviter, tout du moins à ne pas s'opposer à la volonté de réaliser une expertise à la demande du CSE, tout simplement parce que nous allons le voir, cela va dans le sens de sa sécurité juridique, responsabilité qui est civile et pénale. Alors, je vous ai fait un petit schéma pour vous montrer un petit peu les impacts, notamment de ces 3 grandes consultations et du rôle à jouer avec également les organisations syndicales qui vont être amenées à négocier un accord de gestion d'emploi des parcours professionnels, qui est un sujet un peu à la mode. Je vous invite d'ailleurs à aller sur mon LinkedIn. J'ai fait un article en publiant les dernières données en la matière. C'est assez intéressant de voir l'impact de l'IA, de l'environnement sur nos emplois futurs. Mais en réalité, schématiquement, ce qu'on veut montrer, c'est que le monde
monde évolue dans un écosystème qui est très complexe, on l'a dit, hein. L'intelligence artificielle, les conséquences environnementales sont des préoccupations qui sont sociétales, mais qui rentrent dans le collectif de l'entreprise, qui rentrent dans la communauté des travailleurs. La vision stratégique de l'entreprise, les fameuses orientations stratégiques, la grande consultation des orientations stratégiques, c'est comment l'entreprise stratégiquement voit l'impact de cette évolution de son écosystème sur le travail des salariés et notamment comment on va faire pour s'adapter à cet écosystème. Est-ce qu'on va avoir besoin de formation? Est-ce qu'on va avoir besoin de recrutement? Est-ce qu'on va avoir besoin d'augmenter nos rémunérations pour travailler l'attractivité de l'entreprise? Et surtout, quelle est la vision des salariés à travers les entretiens professionnels, à travers les évaluations, les charges de travail, à travers la vision qu'elle a de son management. Donc là, on revient aussi au bien-être au travail, hein. Il est impossible de parler de gestion d'emploi et de parcours professionnel lorsque le management, par exemple, se voudrait toxique. Et comment une fois qu'on a cette vision stratégique de l'entreprise à la sauvegarde de notre emploi au regard de l'évolution de cet écosystème, une fois qu'on a la vision des salariés, est-ce que je veux quitter l'entreprise, me reconvertir, devenir indépendant ou est-ce que je veux me former à l'IA parce qu'en réalité, ça m'a toujours intéressé? Je dois l'appliquer dans la politique sociale des conditions de travail et de l'emploi par le biais de mes actions, c'est-à-dire de formation, de rémunération et de recrutement. Donc, en réalité, on se rend compte qu'un accord GEPP, c'est une boucle sans fin. C'est partager bien sûr une vision stratégique à travers une communication. Et si on veut que tout le monde se réapproprie cette vision, ben, il est bon d'en parler aussi aux salariés. C'est partager aussi les diagnostics d'employabilité. Quels seront à terme nos emplois qui deviendront en tension? Quels seront à terme les emplois dont on aura besoin. Il va falloir aussi capter les informations, qui va se charger d'établir des statistiques, par exemple, pour les entretiens professionnels, qui va les analyser, qui va analyser la pyramide des âges. Je vais en parler aussi, mais beaucoup de discrimination auprès des salariés seniors qui sont un peu laissés pour compte à partir d'un certain âge. Seuls 30% des salariés âgés de plus de 50 ans licenciés retrouvent un emploi, ce qui pourrait aussi nous interroger par rapport à la transmission qu'on a à faire à nos jeunes. Et puis enfin, les actions et corriger les actions lorsque celles-ci sont nécessaires, lorsque ça s'avère nécessaire. Vous vous rendez bien compte pour avoir cette vision, cette communication, cette appropriation par les salariés de cette gestion de l'emploi et du parcours professionnel, il convient véritablement de se faire accompagner pour analyser les données, pour analyser les besoins, pour décortiquer, décrypter la base de données économiques et sociales que certaines connaissent. C'est toutes les informations qui se retrouvent à disposition des représentants du personnel et qui a beaucoup de mal à vivre en fait en pratique, hein. On pourra en faire un webinaire à part entière. Mais tout ça pour vous dire que là, l'expertise prend tout son sens en réalité, hein. L'expert comptable peut nous accompagner pour justement maintenir l'emploi, sauvegarder notre emploi de demain. Et là, on va parler un peu d'application pratique parce que c'était quand même le but ultime de ce webinaire. Donc, je vous ai choisi une jurisprudence qui met en exergue l'impact de l'IA et le rôle de l'expert comptable. Donc, c'est une jurisprudence qui concerne les plans de sauvegarde de l'emploi, donc des licenciements économiques collectifs. Une société, en l'occurrence, qui a envisagé de remplacer plus de la moitié de ses salariés, notamment car elle considérait qu'elle avait une perte de compétitivité et une baisse du chiffre d'affaires. Et elle comptait remplacer ses salariés, notamment par des solutions d'intelligence artificielle. Donc, on en parle beaucoup comme si c'était une fiction, c'est une vraie réalité. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle prend une véritable question, prend toute sa place dans nos tribunaux et cette jurisprudence en est le premier témoin. Et ce qu'a révélé des experts comptables commandés par le CSE, hein, mandatés par le CSE, elle a mis en lumière des problématiques de, de, de refacturation interne qui pourrait artificiellement réduire la rentabilité de l'entreprise. Alors, passons à la vignette d'après, c'est-à-dire que 12,2 millions d'euros générés par l'activité française étaient transférés en réalité vers d'autres entités du groupe, ce qui diminuait un petit peu artificiellement le résultat d'exploitation qui était apparent de l'entreprise. Ce rapport, il a mis en lumière, le rapport de l'expertise comptable dans le cadre de ce PSE, a mis en lumière de la manipulation
informations comptables. On fait dire un peu aux chiffres ce qu'on a envie de leur faire dire. Et là, l'expert comptable a un devoir et a un rôle de vérification de cette information, de transformation en simplification de cette information qui est très complexe pour un profane. Et donc là, on voit bien qu'il a eu un impact direct sur ce PSE puisqu'il a été reporté de plusieurs mois et qu'au lieu de créer 23 postes, on en a créé 53 et que bien évidemment, même s'il y a eu des postes supprimés, l'impact n'a pas du tout été le même. Donc l'expert, on le voit, il peut faire des propositions concrètes pour protéger l'emploi, il peut faire des propositions concrètes pour défendre l'intérêt des salariés et il peut également y associer les risques que l'on connaît dans l'écosystème. Je vous rappelle qu'on est des experts pluridisciplinaires et que l'expert comptable, c'est pas que de l'économie, c'est une approche sociale, stratégique, économique, financière de l'entreprise à travers les 3 grandes consultations, mais aussi à travers les consultations ponctuelles. Pour vous donner une dernier argument, si je ne vous ai pas déjà convaincu, 60% des salariés, selon le cabinet KPMG, craignent que leur emploi soit remplacé par de l'intelligence artificielle, ce qui impacte la santé mentale du salarié. 55% des entreprises l'utilisent déjà. 54% l'utilisent aussi pour le recrutement, donc ce qui laisse un petit peu songeur. Et le magazine Work Design Magazine prévoit 30 millions de suppressions de postes en 2030 de l'emploi, notamment administratif, en raison de l'intelligence artificielle. Alors, un autre cas intéressant de l'intervention de l'expert comptable, c'est le droit à l'accès à l'information. Des fois, le CSE se trouve démuni face à l'employeur qui lui refuse l'accès à certaines informations. On pense notamment aux rémunérations, qui est un sujet plus que sensible, mais plus qu'important pour le salarié. Je rappelle que le salarié est soumis à l'insubordination, un pouvoir de contrôle, un pouvoir de surveillance, un pouvoir de licenciement, un pouvoir de sanction, un pouvoir d'embauche, qu'en contrepartie, il a ce salaire, qui est la reconnaissance principale quand même du salarié au niveau contractuel. Et bien là, l'expert comptable ne pouvait pas avoir les données de rémunération brute. La question, c'était est-ce qu'on peut exiger de l'employeur déjà ces données? Est-ce qu'on peut les exiger également sans retraitement? On en revient à la manipulation comptable. Eh bien, la décision a donné, la Cour de cassation a donné raison au CSE et à son expert qui avait été mandaté en confirmant qu'il avait un droit à accès aux données brutes de la rémunération et des rémunérations individuelles. Ce qui peut notamment être un argument, je le rappelle, pour les organisations syndicales lors des négociations annuelles obligatoires, les NAO, donc la négociation sur les salaires. Bien évidemment, bon, on reviendra pas sur l'expertise CSE sur les déménagements, mais pour en dire un mot, bien évidemment, on peut intervenir au moment du choix du site, on peut intervenir au moment de la construction, on peut intervenir également au niveau de l'aménagement. Ce dont on se rend compte en pratique, c'est des nouveaux modes d'aménagement comme le flex office, comme les recours au télétravail, ces changements qui transforment finalement la collectivité de travail et le travail en lui-même, son organisation. Bon, des fois, on a des surprises avec des taux d'occupation qui sont erronés. Donc, effectivement, là aussi, l'expert peut avoir aussi cette autre vision et être force de proposition pour améliorer le quotidien des salariés et améliorer la mise en œuvre du projet côté direction pour éviter d'avoir des problématiques, mais prévoir des schémas de transition et des solutions en plan B. L'exemple que j'ai voulu surtout développer, c'est l'exemple de ce CSE qui avec plusieurs syndicats, obtenu l'interdiction d'un nouveau système d'évaluation des salariés. C'est très intéressant, c'est-à-dire que là, véritablement, on retrouve l'expertise au sein du tribunal judiciaire de Créteil, qui a tout simplement ordonné l'interdiction de ce système d'évaluation des salariés parce qu'il l'a jugé non conforme aux règles de covalidité dégagées par la jurisprudence, notamment le manque de précision, le manque de clarté pour le salarié et le manque de vérifiabilité pour le salarié. Donc, sans système d'évaluation clair, sans système d'évaluation vérifiable, sans système d'évaluation objectif, le système d'évaluation
peut être interdire. Bien évidemment, il ne remplit pas les conditions légales dégagées par la jurisprudence. Et là, on voit à quel point l'expert mandaté par le CSE a mis en exergue également les risques liés à ce projet, à savoir les risques psychosociaux qui pouvaient être associés à la mise en place d'un tel système d'évaluation qui n'était pas conforme à la loi. Donc, à la fois, on a une fonction de contre-proposition, d'être force de proposition, mais parfois même de contre-pouvoir, puisque là, le système a carrément été bloqué. Donc, une belle jurisprudence pour les projets Orga RH. Bon, on va pas revenir, mais on ne peut ne pas en parler. C'est l'affaire France Télécom. Grâce à l'intervention de Technologia, malheureusement dans la vague de suicides qui a touché France Télécom, et par l'action mise en place par les organisations syndicales, bien évidemment, au niveau civil comme au niveau pénal, cette action judiciaire a pu mettre en exergue, reconnaître le harcèlement institutionnel, le harcèlement moral institutionnel, qui est bien évidemment une préoccupation sociétale, qui a permis non seulement une évolution juridique, mais qui a permis également une prise de conscience sur les pratiques managériales, avec une meilleure prise en compte du stress, du harcèlement moral, des discriminations dans le code pénal lui-même. Je vous invite à aller voir le très beau film La porte ou par la fenêtre, qui dénonce véritablement le saccage du harcèlement moral institutionnel, du harcèlement moral systémique. Je voulais particulièrement parler également des possibilités de reconnaître l'homicide involontaire quand on est face à un accident de travail. Donc l'expert intervient également très souvent à l'occasion malheureusement d'accidents de travail. Il y en a malheureusement beaucoup. Tout à l'heure, on parlait de suicides au travail, 10 à 20% des suicides au travail. 10 à 20% des suicides, pardon, seraient liés au travail. C'est quand même un chiffre alarmant. Je vous rappelle que Technologia lutte pour la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. Bon, en accident de travail, c'est le même combat, hein. Aujourd'hui, la France a le palmarès, malheureusement, alarmant du nombre d'accidents de travail mortels. Là, on a un agent qui était un agent de sous-traitance d'un parc d'attractions qui malheureusement est décédé écrasé par une charge lourde lors de son travail. L'entreprise a été reconnue coupable d'homicide involontaire, a été condamnée à une amende de plus de 200 000 euros, ce qui bien évidemment n'est peut-être pas assez pour les ayants droit, pour les proches de la victime, mais qui permet également de construire le droit de demain et de mettre finalement, d'alerter l'employeur sur sa responsabilité civile qui peut être également pénale et qui peut s'accompagner d'infractions pénales graves. Je voulais également revenir sur le sujet des poteaux France Télécom pour lequel Technologia est intervenu, je pourrais dire pendant plus d'une décennie, puisque l'histoire, elle commence en 2008 avec un accident mortel d'une mère de famille qui est décédée après la chute d'un poteau en bois que on a rapidement, bien évidemment, signalé et qui s'était déjà révélé comme défectueux. Le bois, ça pourrit. Et donc, au bout d'un moment, si on ne contrôle pas le parc de poteaux en France, bien évidemment, ça prend on peut faire prendre des risques non seulement aux salariés, mais là aux usagers des routes. Je vous rappelle qu'il y a 12 millions de poteaux en France. Donc là, quand le rapport Technologia, quand le cabinet Technologia est intervenu, il a mis en exergue en 2008 deux points essentiels: la disparité entre les déclarations d'Orange et la réalité sur le pourrissement des poteaux de terrain, mais également l'inefficacité des méthodes de contrôle par rapport à la prévention justement du pourrissement de ces poteaux. Technologia a été amenée à intervenir en 2014 sur deux nouvelles expertises, toujours concernant l'insuffisance des méthodes de maintenance préventive suite encore à des accidents mortels. On a insisté sur la nécessité d'utiliser une méthode de contrôle plus fiable, qui, pour les spécialistes, était la méthode Pollux, qui nous a permis de révéler les insuffisances, encore une fois, des méthodes de contrôle, de fournir des preuves scientifiques et techniques de la dangerosité de ces poteaux. Ça l'a permis de soutenir
réunir les revendications syndicales des organisations syndicales et des techniciens eux-mêmes qui constataient la désuétude, qui constataient le peu de mesures concrètes pour protéger le salarié et le public. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, les poteaux, grâce à ces interventions d'expertise, ont eu une modification finalement de sa réglementation dans le sens où aujourd'hui on ne fait plus de poteaux en bois, on fait des poteaux en résine, en fibre de verre, avec un mélange de résine et de fibre de verre qui empêche le pourrissement. Orange, aujourd'hui, à l'époque France Télécom, aujourd'hui Orange, s'est lancé dans un vaste projet de renouvellement des poteaux. Donc on a certains départements, 15 000 poteaux remplacés par mois par Orange pour mettre fin à ce fléau. Cependant, un nouveau fléau, malheureusement, si je puis dire, est apparu, c'est celui des sous-traitants qui changent les poteaux. Je tiens à rendre hommage à ces deux jeunes qui ont perdu la vie, faute de moyens, faute d'équipement, en changeant les poteaux, parce que sous-traitants en cascade. Donc, comme les organisations syndicales, il faudrait peut-être voilà, commencer à agir en leur fournissant des équipements professionnels de protection individuelle, agir en arrêtant les contrats de sous-traitance en cascade et envisager peut-être une sous-traitance unique qui prévoirait une prévention accrue. Mais véritablement, j'ai une pensée émue aux familles de ces deux jeunes qui ont perdu la vie, qui aujourd'hui donc interviennent dans le changement de ces poteaux qui étaient dangereux. Comme quoi, le CSE, les organisations syndicales qui continuent à le dénoncer ont encore du travail à faire avec nous, les experts, pour garantir la santé et la sécurité de tous, sous-traitants, salariés et fonctionnaires. Une jurisprudence intéressante qui nous révèle que l'expert habilité n'a pas à demander l'autorisation dans l'employeur pour organiser des entretiens. Je tenais à la mettre parce qu'effectivement, le meilleur expert des conditions de travail, bien c'est le salarié lui-même. Si Technologia fait ce métier avec passion, c'est surtout parce que il donne la parole aux salariés. Et parce qu'il lui permet d'intervenir à la fois dans la gestion de la vie de l'entreprise, de son emploi, mais également dans ses conditions de travail. L'obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité donc de l'employeur a évolué. Je vous rappelle qu'en juin 2016, elle a évolué vers une obligation de résultats à une obligation de moyens renforcée. L'employeur a tout à fait intérêt, du coup, à se protéger de sa responsabilité civile et pénale. Un rappel a été fait récemment par la jurisprudence, par la Cour de cassation, en rappelant que l'employeur ne peut pas déléguer cette obligation de sécurité. C'était le cas notamment dans un cas d'accident de travail mortel en hélicoptère, où là, l'employeur plaidait le fait qu'il avait délégué l'obligation de sécurité à l'entreprise qui s'occupait de l'hélicoptère. La Cour de cassation a reconnu l'entière responsabilité de l'employeur. Il n'y a pas de délégation d'obligation de sécurité pour l'employeur possible. Donc, il a tout intérêt, par contre, à notifier immédiatement l'accident, notamment mortel, à l'inspection du travail ou l'accident de travail grave, d'y associer les représentants du personnel, d'y associer les représentants du personnel par une enquête approfondie. Je vous rappelle que la jurisprudence impose également une méthodologie. Elle peut annuler et ne pas prendre en compte les enquêtes qui ne seraient pas faites selon une méthodologie encadrée, quand bien même ce serait le CSE qui l'a réalisé. S'occuper notamment des conséquences et de respecter ses obligations, notamment en matière morale, en matière de harcèlement moral. On peut très bien rappeler l'article du Code du travail qui rappelle que l'employeur doit avoir une réaction immédiate s'il veut s'exonérer de son obligation de sécurité et remplir son obligation de sécurité, doit mettre en œuvre des actions de formation, de prévention, qu'elles soient primaires, secondaires ou tertiaires, donc des mesures de prévention
pour alerter les acteurs de l'entreprise, des mesures de prévention pour former, pour sensibiliser, pour informer les acteurs de l'entreprise, prévoir des enquêtes avec une méthodologie encadrée. Et surtout, l'employeur doit répondre aux propositions du CSE, puisque s'il peut motiver un refus avec un suivi, la mise en œuvre de ces propositions pourrait devenir contraignante si le risque professionnel se confirme. Donc, bien évidemment, le suivi du rapport d'expertise, le suivi des enquêtes CSE, le suivi des inspections CSE peut devenir contraignant à l'employeur. Donc, j'ai mis cette vignette pour bien rappeler que le monde de l'entreprise est un monde global, donc bien évidemment euh, qui est surtout centré sur les salariés. Donc, ce sont bien les salariés qui interviennent sur leurs conditions de travail, ce sont bien les salariés qui ont une optique vis-à-vis de la sauvegarde de leur emploi, de formation, de reconversion, ou autre. Le travail avec les experts et le CSE doit se retrouver également auprès des délégués syndicaux, hein, puisqu'ils peuvent nourrir les accords d'entreprise, donc de revendications syndicales, de préconisations d'experts CSE et des propositions d'amélioration CSE. Donc, on pourrait très bien penser, comme on l'a vu tout à l'heure, à un accord GEPP qui prend en compte les préconisations de l'expert comptable dans l'orientation stratégique, dans la politique sociale, mais également la prise en compte des préconisations de l'expert CSE en matière de santé, de sécurité, en matière de qualité de vie au travail pour ne plus que ça se reproduise. Alors, en conclusion, ce qu'on peut conclure au regard de toutes ces conséquences et finalement de l'utilité très pratique et voire même juridique de l'expert CSE, c'est que en 2022, il y a 738 accidents de travail mortels en France, que la France est seulement 92e au niveau européen du dialogue social et que l'expertise, elle permet bien évidemment de faire participer le travailleur et leurs représentants à la gestion de la vie de l'entreprise et aux questions de santé et sécurité, mais elle permet aussi progressivement de mettre à jour des problématiques au niveau d'un secteur, au niveau d'un territoire, voire au niveau sociétal. Donc, de faire prendre conscience également au pouvoir public, dans certains cas, que des questions sont urgentes, voire alarmantes. Je pense à nos fonctions publiques, nos services publics, aux représentants du personnel avec qui je travaille au sein des centres hospitaliers. Je pense également aux professeurs, je pense également au ministère de l'Intérieur, je pense au ministère de la Justice, je pense également à tous les salariés du privé, 738 salariés qui ne reviennent pas de leur travail, ce n'est pas normal. Donc, il est important d'en faire un enjeu de santé publique. Pour en faire un enjeu de santé publique, on a besoin de la participation de tous, des salariés, de leurs représentants, des directions, et pour que cette question ne soit pas réglée par un impact pénal, comme on peut le voir en harcèlement moral et aujourd'hui en discrimination, puisque la seule solution aujourd'hui, dans certains cas, est la solution pénale. Je pense à tous les salariés syndiqués qui peuvent être discriminés au quotidien par rapport à l'évolution, aux promotions. Et je voulais avant tout rendre hommage, bien évidemment, aux experts, notamment mon papa qui a été expert CHSCT et qui est à la retraite, qui lui est bien loin de tout ça, mais surtout à mes clients. Donc, je pense à Yannick, je pense à Amada, je pense à Stéphanie, je pense à Virginie, je pense à Christian, je pense à plein de gens, et sûrement que j'oublie, à tous ceux qui rendent le monde meilleur en changeant l'évolution, en changeant la mentalité des gens. Une petite action peut rendre le monde meilleur. C'est en changeant notre mentalité, c'est en agissant au niveau de l'entreprise, au niveau juridique, qu'on pourra garantir la sécurité juridique des entreprises, mais qu'on pourra également améliorer les conditions de travail, sauvegarder les emplois, surtout pour les salariés de demain qui sont nos enfants. Donc, on a tout intérêt à agir au plus près des entreprises. Et bien évidemment, des salariés heureux, c'est des salariés productifs. Ce sont des entreprises qui sont économiquement viables. Donc, je vous invite à anticiper toutes ces questions environnementales, d'intelligence artificielle pour véritablement travailler auprès de toutes ces questions. Alors, euh, je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être ai-je été très très claire.
Il y a une question sur l'égalité professionnelle. Alors, vous avez raison de me poser la question parce que je l'ai balayée un peu rapidement alors que je dis même elle n'est pas été très empreinte de succès. Alors, en réalité, la négociation égalité professionnelle, elle concerne les entreprises de plus de 300 salariés. Elle est prise en charge à 100% par l'employeur si les critères n'ont pas été définis dans l'entreprise. Sinon, elle reste à la charge de l'employeur et du CSE à 80-20. Alors, c'est une expertise qui est un petit peu particulière car c'est le CSE qui va déclencher une expertise pour les organisations syndicales qui sont en train de négocier un accord. Donc, c'est vrai que c'est assez spécifique. Cependant, ça peut être très productif puisque pour ceux qui ont déjà eu assisté ou vécu des négociations d'égalité pro, il est vrai que il y a beaucoup de questions en la matière. Donc, c'est pareil, des données très volumineuses, très complexes qui peuvent bien évidemment avoir du sens quand elles sont décortiquées en un graphique, comme un bear et rendre tout ça très facile à lire, très clair. Alors écoutez, si vous n'avez pas de questions et a priori c'est le cas, ça veut dire que j'ai été super claire, donc tant mieux. Peut-être ce qu'on peut rajouter pour en finir, c'est que aujourd'hui, je vous l'ai dit, je crois, je l'ai dit en début de webinaire, il y a 100 000 CSE en France. Aujourd'hui, le nombre d'expertises de 2016 à 2024, il est passé de 1000 et quelques à 500 et quelques, donc pratiquement divisé par deux. Quand on voit la totalité des CSE, on voit bien que ce n'est pas monnaie courante. On intervient dans des cas quand même très spécifiques, côté par exemple santé-sécurité. Côté expert comptable, il faudra trouver les chiffres, je ne les ai pas. Mais en tout cas, on voit bien que côté risque grave, ponctuel, c'est quand même très peu par rapport au nombre de CSE. Euh, et ce qu'on peut dire également, c'est que suite à la réforme de 2017, des ordonnances de 2017, les experts qui étaient un peu plus de 100 sont aujourd'hui 70. Donc, il est très important de protéger ce métier, car protéger ce métier, c'est protéger les représentants du personnel, leur donner des leviers de négociation et d'action, et par là même protéger les salariés. Alors, il y a une question. Si vous êtes sur votre lieu de travail, il se peut que votre entreprise bloque l'accès. Essayez en changeant de réseau ou de vous reconnecter. Ah, d'accord. Vous répondez à quelqu'un qui était, donc vous lui avez résolu son problème. Que faire contre la rétention de documents? Ah, ben là, c'est un vrai sujet. Les représentants du personnel, normalement, ils ont accès à une base de données économiques et sociales. Cette base de données économiques et sociales, elle devrait vous mettre à disposition, que vous soyez au CSE ou dans les organisations syndicales, représentants syndicaux ou délégués syndicaux. Vous devriez avoir accès à cette donnée donc sur les 2 dernières années et les 3 années prévisionnelles. Donc, normalement, cet accès, il est dû. Ce dont on rend compte en pratique, c'est que malheureusement, beaucoup de gens ne jouent pas le jeu. Donc, beaucoup d'entreprises ne jouent pas le jeu. Certaines BDES, des bases de données sont vides. Certains employeurs sont même réticents à donner l'information à l'expert. Donc, deux cas de figure. Soit on peut, dans un premier temps, se faire accompagner par l'expert qui, lui, normalement, a un droit d'accès qui est confirmé, qui est encadré juridiquement par un régime juridique strict. Soit de l'expertise qu'il y a un blocage. Et là, c'est à l'expert d'agir pour obtenir ces documents et de discuter au plus près avec l'employeur, voire même si ces documents sont essentiels, aller en justice pour les obtenir. 600 expertises autres que les récurrentes. Alors oui, c'est 600 expertises santé-sécurité. J'ai pas eu les chiffres des expertises comptables. Je ne sais pas, en tout cas, il y en a sur l'ordre des barreaux des experts comptables, mais je ne sais pas s'ils sont très à jour.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, côté santé sécurité, sur le nombre de CSE, c'est très peu finalement d'interventions du fait que les représentants du personnel sont quand même très responsables avec la démarche pour pouvoir en témoigner. Ils s'intéressent au coût, à ce que ce soit productif, à ce que ce soit efficace. Donc c'est vrai que les gens sont plutôt bienveillants avec leur entreprise, que ce soit au niveau économique, et ne l'utilisent que vraiment en dernier recours. Alors, c'est, mais de rien. Merci à vous d'avoir suivi mon webinaire. On arrive à la fin du webinaire, donc n'hésitez pas à poser vos questions si ça vous revient ou si vous êtes en replay, que vous me voyez en différé. Imaginons que vous êtes allé jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions. Nous y répondrons par mail. Donc, véritablement, n'hésitez pas. C'est un sujet qui est complexe. Donc, faut pas se gêner parce que on est là pour ça, pour vous accompagner hein, dans la résolution de vos problématiques, que ce soit sur des questions d'information, de consultation annuelles, que ce soit sur de l'accompagnement de négociations comme les accords GEPP, comme les négociations annuelles obligatoires côté salaire, comme les négociations qualité de vie au travail. N'hésitez pas également à faire appel à nous côté expertise santé sécurité si vous avez des problématiques de risques graves pour la santé et la sécurité des salariés, mais également des projets qui risquent de bouleverser la communauté des travailleurs et la collectivité, l'organisation du travail. Et puis, je voulais bravo à tous les représentants du personnel et les salariés qui se battent par des actions en justice. On dit souvent que qui sauve une vie sauve l'humanité. Peut-être que qui sauve un salarié sauve la communauté de travail et le monde du travail. Donc, n'hésitez pas à agir à votre échelle et surtout à demander de l'aide à ceux qui peuvent vous aider à agir en ce sens. Merci beaucoup et merci beaucoup à Technologia de m'avoir donné l'opportunité de faire ce webinaire et je vous dis à très bientôt. Très belle journée.